Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation de Cléos Formation. Donc, cette visioconférence va se faire sous la forme d'un entretien avec Michel et on va donc vous demander de participer si vous le souhaitez, hein. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Euh, Ce soir, nous sommes tous des professionnels de pratique corporelle avec on va dire, un cheminement où nous avons eu envie, où nous l'avons fait, d'aller chercher des réponses en dehors, dans des dimensions, on va dire, en dehors de notre pratique principale. Ce qu'il y a d'intéressant, le fait qu'on soit tous professionnels, c'est que nos échanges vont être peut-être un peu plus poussés et donc un peu plus techniques. Mais c'est ce qui va, et comme on vient d'horizons différents, c'est ce qui va enrichir notre discussion avec Michel, ici présent. Je vais laisser la parole à Fabien qui va vous présenter rapidement Cléos, formation, pourquoi, comment, adressé à qui. Je te laisse la parole. Merci David. Donc bonsoir à tous et effectivement merci d'être présent ce soir avec nous. Alors Cléos, qu'est-ce que c'est? Cléos, c'est un organisme de formation qui est un petit peu à notre image, en l'occurrence à l'image de notre pratique et de nos convictions professionnelles à David et à moi. Donc si on doit parler très rapidement de nous deux, nous sommes tous les deux kinésithérapeutes de formation initiale, tous les deux formés à la méthode Mézières et déjà cette première formation à la méthode Mézières nous a donné un petit aperçu de la globalité du corps. Nous sommes par la suite formés à l'ostéopathie au sein d'Eurostéo. Et cette formation-là nous a donné encore une toute autre dimension de l'être humain et de la globalité de nos patients. Et puis après cette diplôme d'ostéopathe, nous avons tous les deux suivi différents post-grades, et notamment les post-grades dont nous allons parler ce soir. David les a suivis, ce qui fait de lui un interlocuteur éclairé et qui va pouvoir mener de façon très éclairée, comme je le disais, les échanges avec Michel. Parallèlement à ça, nous sommes aussi tous les deux formateurs à Eurostéo pour tous les deux et formateurs à la fac de kiné en ce qui me concerne. Donc si on résume rapidement notre cheminement à tous les deux, c'est un parcours qui a été tout le temps tourné vers l'ouverture et la recherche de réponses, de solutions pour nos patients. Et Cléos s'inscrit complètement dans cette démarche, puisqu'en fait, Cléos s'adresse à tous les professionnels de la santé corporelle qui souhaitent aller chercher ou même trouver des solutions pour leurs patients, des solutions qu'ils n'auront des solutions différentes, en tout cas, que les solutions apportées par leur profession initiale. Des professionnels qui ont envie d'enrichir, d'étoffer leurs connaissances, d'enrichir leurs pratiques. Et c'est à toutes ces personnes-là que Cléos s'adresse. Et quoi de plus naturel et quoi de plus normal de commencer cette première conférence avec notre premier formateur, qui est Michel Odoul, ici ce soir, avec nous. Michel, je vais te présenter de façon très rapide. Tout le monde te connaît, on va dire, selon le prisme vers lequel ils t'ont connu. Tu es fondateur de l'Institut français de Shiatsu à Paris. Tu es auteur de plusieurs livres, de beaucoup de livres d'ailleurs, dont le plus célèbre, c'est Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est un best-seller qui fête ses 30 ans bientôt, c'est ça? Cette année. Cette année, voilà, D'ailleurs, 30 ans. la version originale des 30 ans anniversaire, la version anniversaire du livre, qui est une version, une série limitée, donc qui ne sera pas reproduite et qui contient des informations qui ne sont pas dans le livre originel, est en librairie depuis une dizaine de jours. Alors, Et il a été traduit en je sais pas combien de langues, moi je sais plus. Beaucoup, 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 dont l'américain, le chinois, dans les deux langues chinoises, le complexe et le mandarin, la plupart des pays de l'Est, Ukraine et Russie compris, Espagne, Allemagne, Italie, Pologne, Roumanie, Vietnam. Enfin, bon, voilà, j'ai la joie de voir que le contenu de ce livre a une dimension qui est suffisamment universelle pour que dans la plupart des pays du monde, des gens aient envie effectivement de le traduire. Parce que ça répond à une réalité qui est une réalité physique et physiologique, qui est que sans doute dans tous les pays du monde, quelle que soit la culture et quelles que soient les techniques et les pratiques, on se rend compte à un moment donné que la question du sens peut être quelque chose d'important quand on est confronté à la souffrance. Ok. Oui, c'est un message qui visiblement parle à tout le monde. Et, tu es aussi conférencier
Et tu es aussi formateur, toujours, à Paris, donc à l'Institut français de Shiatsu, en Suisse et je crois dans d'autres pays. Voilà pour ton activité, on va dire, professionnelle. Euh, Oui. donc pour Cléos, tu proposes plusieurs formations. Alors je vais les énumérer. Tu proposes un cursus qu'on appelle de fondamental où tu vas aborder la médecine traditionnelle chinoise, la psycho-énergétique et la psychologie corporelle appliquée. Et après, ça c'est le préalable. Et après, tu proposes des perfectionnements, donc sous forme de protocole. Je vais en citer un ou deux, la fibromyalgie, l'endométriose, par exemple, des protocoles de soins, ou d'abord, en fin de compte, de ces pathologies-là. Et puis dans les protocoles aussi, la désespérance qu'on rencontre beaucoup chez les jeunes et les ados aujourd'hui, et aussi les névralgies cervico-brachiales, le canal carpien, enfin un certain nombre de choses comme ça, sur lesquelles, au-delà de la question technique, dans le protocole, on aborde bien sûr les dimensions que la médecine traditionnelle chinoise, la pratique de certains points d'acupuncture et le sens qui peut être amené derrière va avoir une action et un rôle vraiment extrêmement libérateur. Bah, je vais rebondir là-dessus pour nous, on va dire, je vais me résumer en tant qu'occidentaux dans notre vision des choses. Notre travail se base beaucoup sur des références qui sont l'anatomie, la physiologie, et on va expliquer les origines des maux du corps et ainsi que les solutions en s'appuyant sur ces références-là. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, toi, des références sur lesquelles tu t'appuies pour ta pratique, des grandes lois, des principes? Oui, alors bien sûr, en n'oubliant pas une chose qui est claire et qui est toujours mentionnée, nommée et enseignée dans mon institut ou dans les formations auxquelles je participe. Dans mon institut, j'ai des formations en anatomie, en physiopathologie et en neuroendocrino, c'est-à-dire que le cadre qui est le cadre que vous, en tant que praticien professionnel, connaissez, est un cadre qui est essentiel et majeur. D'abord parce que, en tant que cadre, il évite de partir dans les nuages et de se mettre à rentrer dans du douteux ou du sulfureux, etc., etc. En revanche, peut-être qu'il y a quelque part une zone dans laquelle il y a quelque chose à venir compléter, qui est tout ce qui émerge, se manifeste ou s'exprime à un moment donné lorsqu'on reçoit un patient en consultation, où on est capable de résoudre techniquement un certain nombre de choses, mais quand il y a au-delà de ce qui est la question de la douleur, ce qui émane derrière et qui s'exprime souvent est une souffrance. Et que entre la douleur et la souffrance, il y a quelque chose qui est assez profondément différent et que on constate parfois qu'on a fait la technique qui convenait, on a interagi comme il convenait et que au bout de quelques heures ou de quelques jours, malheureusement, le problème revient et on ne comprend pas pourquoi. Et qu'il y a peut-être une dimension dans laquelle il y a des réponses qui peuvent être apportées. Et ces réponses, pour pouvoir les intégrer et les comprendre, eh bien, d'abord moi, pour construire un petit peu toute la schématique qui est la mienne, mais également auprès, même les praticiens professionnels, on a besoin de trouver un cadre de référence qui permette de faire le pont entre ce qui est l'anatomie, la dynamique, la connaissance des articulations, du muscle, de la neuro, etc. On a besoin d'avoir des outils ou des clés qui permettent de faire le pont avec une dimension qui est peut-être un peu moins dense et manifeste et manifestée, et c'est avec l'énergétique qu'on peut trouver ces ponts-là. Et dans les ponts qu'on va pouvoir faire avec l'énergétique et la biomécanique, on va trouver des trames qui sont des trames intéressantes, notamment celle des fascias, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent sans doute peut-être et pratiquent et utilisent déjà, parce que c'est un des vecteurs qui permet de comprendre ce qui se passe dans le champ de l'énergétique. Et c'est la raison pour laquelle l'ancrage, moi, des références que j'apporte est un ancrage qui s'appuie sur cette référence plurimillénaire qui est celle de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est pour ça qu'il y a un passage nécessaire par cette dimension-là. Parce que c'est elle qui pose un cadre de présentation de l'humain, un paradigme qui, sans exclure le nôtre, vient l'enrichir d'une dimension qui fait que celui-ci n'est plus simplement dans le hasard ou la fatalité, n'est plus simplement dans la posture de victime qui est la plupart du temps la posture dans laquelle un patient en souffrance vient nous voir, mais c'est un paradigme qui va permettre de repositionner ça dans quelque chose dans lequel le hasard et la nécessité n'ont peut-être pas leur place, parce qu'il n'y a peut-être pas de fatalité là-dedans, et qu'on est dans une logique de relation de cause à effet. Et que si aujourd'hui je me réveille avec un taux de sucre dans le sang qui est trop important, peut-être qu'il y a un principe ou quelque chose à dérouler qui va me permettre de comprendre d'où est-ce que ça vient.
et que si je me suis fait une entorse ou que je me suis blessé de telle ou telle manière, je vais peut-être y trouver une raison. Et ça, la logique énergétique, elle va nous permettre d'aller vers ça. Pour ça, il faut comprendre les grands principes fondamentaux de la MTC. Quels sont les 5 principes essentiels qui regroupent des catégories dans lesquelles on va pouvoir placer un certain nombre de choses, et notamment à la fois de l'organique et de l'émotionnel. Eh bien, ce sont les fameux grands 5 principes de la médecine traditionnelle chinoise. Quelle est cette vision du monde qui est celle qui fait qu'aujourd'hui, on fait même des opérations au corps ouvert simplement par anesthésie, par acupuncture? Quelle est cette trame et ce filigrane qui, tout en étant dans des champs du subtil, permet d'interagir avec le physique? Et c'est tout ça dont on va poser les grandes lignes fondamentales, avec cet intérêt et cet avantage de la médecine traditionnelle chinoise, qui est qu'ils n'ont jamais dissocié le corps et l'esprit. Ce qui fait qu'à chaque structure physique va être associé un pan du psychisme qui lui ressemble. Et c'est là où on va trouver des clés majeures. On dit dans une théorie particulière qui s'appelle la théorie des entités viscérales qu'il y a 5 organes fondamentaux autour duquel existe la vie et le vivant, autour duquel se constitue un corps humain, et bien que dans le pan du psychisme, il y a 5 pans psychiques fondamentaux aussi. Et on va trouver là des interrelations, qui sont des interrelations qui vont nous permettre d'envisager que quand tel organe est en souffrance, c'est sans doute la signature qu'un pan du psychisme qui rentre en résonance avec lui est peut-être lui aussi en souffrance et en tension. Et là, on va voir émerger quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que même pendant la phase de l'entretien et de l'anamnèse, eh bien, il va y avoir des effets de révélation ou d'impact qui vont pouvoir se passer au niveau du patient, qui vont générer un phénomène particulier qui s'appelle un insight, et qui va faire que celui-ci va devenir d'autant plus réceptif au travail que l'on va faire. Il y aura moins besoin de forcer pour remettre en place une subluxation vertébrale. Il y aura moins d'effets de raquette et d'effets de réémergence du symptôme alors qu'on aura fait le travail qui aura été le travail libérateur, parce qu'au fond de lui, le patient aura accepté, reçu le travail que nous avons fait, mais en plus, il l'aura reçu en conscience, parce que le fait de mettre du sens, c'est ce qui va lui permettre, en rentrant chez lui, de ne pas remettre en place les mécaniques qui sont celles qui l'ont fait souffrir. Et donc, il y a toute une espèce de globalité, il y a un process d'avancée des éléments de la médecine traditionnelle chinoise, de la conceptualisation des méridiens d'acupuncture, et de cette organisation-là, on va pouvoir tirer un lien entre le champ du physique et le champ du psycho-émotionnel. Et ça, c'est une complétude véritable dans le soin. Parce que nous sommes dans des sociétés et dans des époques dans lesquelles la question du sens est devenue cruciale. Nous ne sommes plus en présence aujourd'hui que de gens qui sont un petit peu devenus des individus qui n'existent que par leur position sociale, leur consommation, la course à l'échalote, un certain nombre de choses qui fait qu'un jour, ils dérapent, ils tombent, ils se font mal, ils sont malades, et ils se réveillent, ils ne reconnaissent plus la personne qui est en face d'eux. Et que la reconnexion avec le sens, ce qui va ramener l'individu à la conscience de lui-même ou de ce qui se passe dans sa vie, est majeur. On dit en médecine traditionnelle chinoise d'ailleurs que la maladie apparaît dans l'organe quand la conscience le quitte. Et on est là dans quelque chose qui est très, 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 très simple et très basique, et en même temps extrêmement sophistiqué. C'est d'ailleurs ce que fait la souffrance. La souffrance, elle nous oblige à nous réoccuper d'une zone corporelle. Sans doute une zone corporelle qu'on avait oubliée. Et cette zone corporelle qu'on avait oubliée, sur laquelle on a le trauma, on s'est blessé, on chute, eh bien, c'est une zone dans laquelle, sans doute, il s'exprime le fait que nous avons un pan de nous-mêmes, un moment de notre vie, un vécu, un trauma psychosomatique. On reconnaît ça aujourd'hui, d'ailleurs, dans la science mécanique. On reconnaît ça aujourd'hui dans la science médicale. Ça s'appelle le Takotsubo, par exemple. La science médicale vient de redécouvrir que cette fameuse cardio-myopathie de stress, ce fameux syndrome du cœur brisé, eh bien qu'effectivement, les personnes qui vivent un deuil ou une blessure extrêmement forte par rapport à un être cher, donc à qui ça brise le cœur sur le plan symbolique et sur le plan émotionnel, eh bien, ont effectivement des fibres du myocarde qui se déchirent réellement et qui donc les fragilisent, qui ultérieurement vont faire un terrain favorable à un angor ou à un infarctus. Donc, on va aller vers cette espèce de manière avec laquelle on va reconstituer, on va remettre un ciment entre ce qui est la physiologie, sur laquelle nous savons travailler, nous avons des outils, et ce qui est la psychologie et le champ psycho-émotionnel, qui est peut-être ce qui est à la base des comportements pathogènes ou des comportements accidentogènes. Alors, ça, c'est passionnant, c'est tellement passionnant qu'on a déjà Elsa qui souhaiterait poser une question. Je t'en prie, Elsa. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir.
Bonsoir, Michel. Au début, tu disais la souffrance et la douleur, c'est pas la même chose pour toi. Dans quelle mesure tu peux expliquer un petit peu ça? On va faire ça. Je ne vois pas Elsa, hein, par contre. Et Non, non, je trouve pas. Si tu veux, je mets ma caméra. Ah, pardon. Voilà, non, mais ça va, c'est bien. Oui, Voilà. bonsoir Elsa. Euh, euh, si on veut faire, parce qu'on est un peu limité dans le temps, mais une explication courte, la douleur, ça parle de quelque chose qui touche le corps. La souffrance, ça parle de quelque chose qui touche l'être. Émotionnel, ouais, ok. Hein, on est dans des champs qui sont des champs différents. Sauf que ce que l'on constate, c'est que quand on va un petit peu loin dans l'entretien avec le patient, dans l'anamnèse des choses, on se rend compte que derrière une douleur physique, il y a toujours une souffrance. Ok. Sauf que la souffrance, touchant le champ existentiel, pour pouvoir se résorber, eh bien, elle a besoin d'avoir une réponse dans ce champ-là. Et c'est ça la proposition qui est la mienne. C'est comment aller être capable d'amener une réponse dans ce champ-là. Parce que sinon, la souffrance, tout ce qui est la question qui touche l'être et l'existentiel, elle va amener sinon à des comportements conscients ou non, cachés ou non, qui sont des comportements qui vont être pathogènes ou accidentogènes, que ce soit les comportements alimentaires, que ce soit la fuite dans le travail, que ce soit les addictions, etc., etc. Ok, merci. Et donc, l'idée directrice, c'est que la souffrance n'est pas une fatalité. Il y a des explications. Il y a des explications à différents degrés. Oui, Euh, donc, si on est responsable de sa propre souffrance, on peut être capable d'être acteur. C'est-à-dire que si je suis capable de me faire souffrir par mes pensées ou mes attitudes, je suis capable aussi de me faire du bien. C'est souvent d'ailleurs ce pan-là qu'on va pas chercher en tant que patient. Euh, mais comment on fait en fait pour analyser ou le psycho-émotionnel? Parce que je vais parler pour moi, dans mes cursus de base, mais je pense que tout le monde, on n'est pas formé à la psychologie ni à l'accompagnement des gens en fait dans nos cursus. C'est abordé de façon rapide. Est-ce que toi tu donnes des outils ou tu as des références en psychologie? ben oui, bien sûr. La première des choses, la première clé dans tout ça, c'est que tant que le patient est dans la posture et dans la position de la victime, il est désapproprié de la responsabilité qui est la sienne par rapport à sa propre vie. Donc, le premier des rôles d'un praticien, s'il veut que son patient aille mieux et ensuite évite de retomber dans les pièges dans lesquels il est peut-être tombé, il va falloir qu'il redevienne acteur de ce qui se passe. Redevenir acteur de ce qui se passe, ça veut dire effectivement reprendre les commandes. Et pour reprendre les commandes, il faut accepter la responsabilité qui est la sienne. Et comme tu viens de le dire, la responsabilité dans ce qui est arrivé, mais si je m'approprie et que j'accepte cette responsabilité, ça veut dire que j'ai le même pouvoir, la même puissance et le même potentiel d'utiliser ce qui m'a conduit à la souffrance et à la pathologie pour retrouver l'état de santé. Ça, c'est quelque chose qui est majeur. Et là, il y a un piège éventuel, c'est que la patient peut rentrer après dans de la culpabilité. Donc, il va y avoir une manière avec laquelle on va amener. On ne conduit pas un entretien n'importe comment. On va avoir des clés fondamentales qui vont nous permettre ça. On va avoir à la fois des clés qui sont des clés qui vont nous permettre à partir du symptôme. Parce que c'est ça la chance que nous avons. Le corps ne sait pas mentir. Les symptômes, nous savons ce que c'est. Nous savons pourquoi il y a tel et tel type de choses. Nous savons ce qui se passe quand il y a une contracture musculaire. Nous savons ce qui se passe quand il y a une subluxation vertébrale. Nous savons ce qui se passe lorsqu'il y a une entorse à une cheville ou lorsqu'il y a des aigreurs d'estomac, un ulcère, des dysménorrhées, etc. Nous connaissons le process mécanique qui est là. Mais quand on va associer au process mécanique ce qui est en amont et en arrière-plan de ça, un petit peu, on va dire, le scénariste qui est derrière ce qui est en train de se jouer. À partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose qui est ce déclic dont je parlais tout à l'heure. Ça passe par le fait que nous serons capables de conduire l'entretien d'une autre façon. Si je sais pertinemment au plus profond de moi-même que, par exemple, la personne qui s'est fait une déchirure musculaire, cela va représenter quelque chose qui est en lien avec le fait que peut-être elle a tendance à un peu tirer sur la corde. Je fais du très court, hein, ça va? Je vais à l'intérieur de moi, en ayant cette connaissance-là, être capable d'aller conduire l'entretien en lui disant, mais est-ce que comment ça se passe au niveau quotidien, dans votre environnement professionnel? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous en faites un peu beaucoup, etc., etc. C'est-à-dire, on va amener le patient sur ce champ-là pour que lui-même finisse par nommer les choses. Quand vous repositionnez le symptôme ou le traumatisme, historiquement parlant, dans le contexte dans lequel ça s'est produit, eh bien, tout ça va donner des clés qui sont des clés fondamentales. Et ça, ces clés-là, on va les apprendre.
C'est-à-dire, on ne va pas devenir des psychologues de café du commerce. Il ne faut pas oublier que nous sommes des praticiens de techniques corporelles et que l'idée, la symbolique, les messages, le sens qui est derrière, il est purement et simplement destiné à rendre le patient un peu plus participatif, parce que le fait d'accepter, le fait de recevoir le sens, ça a des conséquences sur le plan neurovégétatif. Ça a des conséquences sur le plan endocrinien. Vous allez avoir une libération d'un certain nombre d'éléments, comme de la sérotonine, de la dopamine, comme de l'ocytocine, etc. Et qui vont faire quoi? Mais qui vont produire quelque chose sur le plan corporel. Et que ce qui se produit à ce moment-là, quand il va libérer ces choses au niveau corporel, travailler physiquement par-dessus, ça va redonner un potentiel énorme à ce travail. Ça s'apprend. Alors ça peut s'apprendre à différents degrés. La psycho-énergétique qui va suivre la MTC. Dans la MTC, déjà, on va avoir un premier champ dans lequel on va apprendre que, par exemple, bien sûr, que le méridien du poumon et l'énergie du poumon, c'est la capacité à gérer le champ respiratoire, la capacité à se nourrir de l'oxygène, etc., etc. Mais il faut savoir qu'ensuite, le poumon, c'est aussi ce qui gère un certain nombre d'éléments. Des éléments, notamment, qui sont les éléments qui sont qu'on absorbe l'oxygène, c'est-à-dire ce qui vient du ciel, mais peut-être que ça gère aussi le reste qui vient du ciel, c'est-à-dire le rayonnement solaire. D'ailleurs, on sait maintenant que le rayonnement solaire participe, par l'action qu'il a sur la peau, à la bonne métabolisation de la vitamine D. Le méridien du poumon va donc avoir la charge d'un certain pan du champ immunitaire. Une capacité, la capacité réflexe, la capacité innée de ce champ immunitaire. La troisième des choses qui est associée à ce méridien du poumon, c'est que lui, il permet d'évacuer un certain nombre de choses. Il permet d'éliminer le gaz carbonique. Il permet d'éliminer des choses au niveau de la peau. Et que toute cette action-là, de l'action physique, elle peut être mise en parallèle avec une action psycho-émotionnelle équivalente, qui est que sans doute ce méridien du poumon qui a la charge de gérer la peau, qui est l'enveloppe que j'ai qui protège mon corps, va me permettre de gérer les agressions, les vécus tendus, les atmosphères difficiles avec le monde extérieur. Et que partant de là, à partir du moment où je suis en présence de quelqu'un qui a une pathologie ou qui souffre de quelque chose au niveau pulmonaire, je vais pouvoir envisager qu'il est sans doute dans un contexte dans lequel il vit des sollicitations ou il vit des situations ou des environnements dans lesquels il ressent le besoin ou la nécessité à se protéger. Utiliser cet outil-là va nous permettre ensuite, par la pratique corporelle, par le travail de certains points d'acupuncture qui sont sur ce trajet de méridien-là, de permettre à redonner à l'individu ce qui va lui permettre de traverser la situation. Et Dieu sait si le monde du travail aujourd'hui, avec les pressions qui existent dans le monde de l'entreprise, les harcèlements qui peuvent y être vécus, ou c'est valable aussi pour le monde des écoles, pour les enfants, est quelque chose dans lequel comprendre cela peut être majeur. Pardon, Michel, on a une question d'un de tes anciens élèves, Frédéric Collat, Oui. qui est là et qui nous a rejoint. Oui, bonsoir Michel. Frédéric, bonjour. Bonsoir à tous. Alors, c'est pas forcément une question, mais j'acquiesce totalement ce que tu racontes, Michel. Et voilà, c'était pour moi, j'ai suivi les formations de Michel du coup en 2017. Ravi de te revoir. Pardon? Oui. Je disais ravi. Donc, je pense à peu près au quotidien les différents outils que j'ai appris lors de tes formations, et notamment sur donc la localisation des douleurs du patient. Ça m'aide beaucoup dans la verbalisation et dans le fait d'apporter une compréhension au patient sur le pourquoi de ces douleurs, pourquoi il en est arrivé justement dans ce schéma dysfonctionnel. Et donc, la localisation va m'apporter aussi des liens de par la formation énergétique sur les différents traitements que je vais apporter au niveau viscéral. Et j'ajoute même souvent du coup des traitements sur les méridiens, donc sur certains points en fin de séance, sur lesquels souvent, après avoir retesté donc l'organe, le viscère, je m'aperçois vraiment qu'il y a un réel changement. Et je vais revoir peut-être, alors moins souvent mon patient, ce qui va être moins bénéfique pour moi, mais… oui, mais il va faire beaucoup de publicité. Voilà, c'est tout simplement pour acquiescer et vraiment valider tout ce qu'on a appris avec toi. Ça m'apporte vraiment au quotidien beaucoup de choses dans ma pratique. Ben, merci de ce témoignage, hein, Frédéric. Et oui, c'est vrai. Et bon, là, on a peu de temps, on peut pas tout évoquer, etc. Mais
vous connaissez tous le corps humain et comment il fonctionne, etc. Mais aucune partie n'est hasardeuse. Et donc, le genou est une articulation particulière et elle porte une symbolique précise. Les vertèbres lombaires, ce sont des structures physiques qui sont très précises. Mais il y a 5 vertèbres lombaires comme il y a 5 plans fondamentaux dans la vie d'un individu. Et que lorsque l'on vit une tension dans une zone lombaire, lorsqu'on a une hernie discale à tel endroit ou telle hauteur, etc., on va avoir une précision absolument étonnante. Lorsqu'on a une problématique de cervicale ou de dorsale médiane, etc., on va savoir très vite, effectivement, qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Et ça, c'est quelque chose qui va enrichir d'une manière absolument étonnante, effectivement, le travail physique. La technique physique, à ce moment-là, elle va prendre sa pleine ampleur. À partir du moment où le sens est arrivé, le corps, il accuse réception et il accueille. Et il facilite le travail de la technique. J'avais une question, Michel, concernant tout ça. Tu dis on part du symptôme. Le Oui, symptôme va nous donner un certain nombre d'éléments. Après, nous allons faire notre bilan ou nos tests. Et nous, en tant qu'ostéo, très souvent, on retrouve des zones, ce qu'on appelle qui ne s'expriment pas, des dysfonctions muettes. oui, C'est-à-dire que, ou alors on va avoir des typologies de patients. Je vais te donner un ordre d'idée, un rachis qu'on ne peut pas manipuler. C'est-à-dire, vertébralement parlant, nos techniques ne marchent pas. Il est tellement rigide, mais pourtant la personne ne s'en plaint pas. Et est-ce que tu te sers de ces choses-là, c'est-à-dire pour amener ton décodage et la compréhension de son fonctionnement à cette personne, bien de, sûr, de tout ce que tu ne trouves mais qui ne s'exprime pas en fait? bien sûr. Et c'est cela où il y a une clé qui est une clé majeure. C'est que la clé majeure, c'est que, en tout cas dans ce que j'enseigne à l'Institut et dans mes formations, c'est que je me préoccupe de ce que le corps exprime. C'est-à-dire que je vais respecter sa mécanique. C'est pas parce que je sais que quelqu'un qui vient me voir, qui a mal à un genou, qui a une douleur à un genou non post-traumatique, donc il n'a pas fait une chute, il s'est pas fait une entorse, etc., mais il a un genou douloureux, voire un genou qui enfle de temps en temps avec la marque claire d'un épanchement de synovie, etc., etc., je sais pertinemment que ce problème-là vient de sa hanche. Je n'irai pas sur ce terrain-là, même si je connais la symbolique de la hanche et que je sais ce qu'il y a en amont derrière et qu'il y a des techniques qui permettent de le travailler, etc. Dans un premier temps, je vais respecter ce que le corps exprime. Parce que le corps, c'est un vecteur qui est celui qui transmet ce qui est acceptable par la conscience de l'individu qui vient voir. Et c'est comme dans beaucoup de situations. Si quand quelqu'un vient vous voir, il vous parle parce que vous êtes un ami, il vous confie un certain nombre de choses et que vous allez trop directement à la source du problème, vous allez y aller trop fort, la porte va se refermer. Et pour le corps, il en est exactement de même. Et donc, il y a un process par lequel on va respecter, on va aller parler à la zone corporelle qui est celle qui exprime la douleur et la tension. Et puis ensuite, à partir de là, on va pouvoir suivre un chemin qui remonte aux autres zones qui sont effectivement tensionnelles, mais qui, comme tu le dis, sont muettes. Et que derrière ce caractère muet, eh bien, il y a ce qui ne peut pas encore être dit. Et c'est même tellement important qu'on retrouve même ça dans les points d'acupuncture. Il y a certains points d'acupuncture qui sont, par exemple, des points qu'on utilise dans les problématiques de type fibromyalgie, par exemple. Il y a des protocoles, dans le protocole fibromyalgie, on va travailler sur des points qui sont les points qui, justement, vont permettre à cette expression-là de se mettre en place. Et cette expression-là, la fibromyalgie est très représentative d'ailleurs un petit peu de l'idée de ce qu'il y a. C'est-à-dire que le caractère ambulatoire et diffus qui existe derrière cette pathologie, il est très intéressant parce qu'il montre qu'on ne veut pas que ce soit saisissable. Et c'est ce qui rend cette souffrance et cette difficulté, dans un premier temps, qui a fait que la médecine l'a considéré comme étant purement dans la tête, en fait, etc., etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu plus reconnu. Et il y a des points qui sont les points clés, qui sont des points tests, hein, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais il faut savoir que ces points correspondent à des points d'acupuncture. Et que parmi eux, par exemple, il y a un point d'acupuncture dont la traduction symbolique des idéogrammes de départ, c'est la gueule du chien qui aboie et qui émerge d'un trou dans lequel il était caché. Et vous voyez que derrière cette sémantique-là, il y a simplement le fait qu'il y a quelque chose qui a peur et qui aboie et qui a besoin d'émerger et qui a besoin de sortir. Et le point qui est juste au-dessus, c'est le point qui représente la porte d'une cuisine, c'est-à-dire l'entrée de l'intime et du personnel, qui est la porte par laquelle rentraient les gens qui étaient les proches
et ceux qui étaient donc dans ce qui était la connaissance de la famille. Et on voit qu'on a vraiment des clés de compréhension de ça, mais qu'il y a fondamentalement à respecter la zone corporelle qui est en tension, mais qui ne s'exprime pas par un ressenti. Parce qu'il faut se réapproprier, il faut réapprivoiser la dimension qui est en souffrance. Il y a Pauline qui souhaiterait intervenir. C'est à toi. Bonsoir. Oui, Bonsoir. merci. C'est super intéressant ce que vous dites. Et, Merci. non, mais et en fait, du coup, moi, je suis étudiante ostéopathe, donc bon, il y a certaines choses qui me parlent et bon, il y en a d'autres qui doivent mûrir. Et en fait, j'avais une question par rapport à tout ce qui est pédiatrie. Est-ce que ce que vous expliquez peut être transposé? Alors, j'imagine que ça peut être transposé à la pédiatrie, mais comme la pédiatrie a quand même son pan un peu particulier et que sont beaucoup plus adaptables, enfin, voilà, je me posais la question si c'était adaptable à toutes les populations, y compris le tout bébé qui peut naître avec des reflux gastro-œsophagiens, qui peut développer des maladies plus tard. Voilà. Alors, oui et non. C'est-à-dire que il va être difficile de faire une anamnèse avec le bébé. C'est À la ça. fois parce qu'il n'a pas les vecteurs de l'expression et deuxièmement parce que son champ conscient n'est pas suffisamment structuré. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien chez lui, Et voilà. puisqu'on arrive même avec des bagages intra-utérins, voire Mm. éventuellement un petit peu au-delà. En revanche, ce travail-là est quelque chose qui est majeur parce qu'il va parler aux parents. Or, il n'y a pas d'enfant malade sans qu'il y ait quelque chose en lien avec le champ familial. Et c'est là où ça va amener des clés. Et c'est très troublant de voir comment, quand les parents entendent, derrière, très rapidement, l'enfant va mieux. Mm. Ah oui, Et c'est que vrai. donc, dans ces bagages-là, c'est quelque chose qui peut véritablement aider, pas directement sur le champ de l'enfant, même si après vous, à partir du moment où vous avez identifié quel peut être le type de tension, avec les outils que vous pouvez avoir pour répondre au bébé, il y a des zones et des points de pression, etc., qui peuvent être faits. Ça sera surtout à travers ce qui va être transmis avec la Mm. sphère parentale. Parce qu'en plus, un bébé qui est en souffrance, ça génère un stress au niveau parental qui est absolument phénoménal. Or, ce stress phénoménal, eh bien, l'enfant est une éponge et il le sent. Et c'est quelque chose qui n'est pas améliorant. À partir du moment où les parents commencent à avoir une réponse, ils comprennent un petit peu ce qui se joue, il y a des éléments et des niveaux en eux qui vont se détendre et qui vont sans doute avoir une résonance favorable et vont avoir un effet qui va être un effet vertueux vis-à-vis du petit enfant. Très bien. Merci. Moi, je voudrais juste faire une réflexion qui nous parle à tous les deux concernant de respecter on va dire le niveau auquel vient te chercher le patient sur le symptôme. On est Oui, tous les deux praticiens de la méthode Mézières et ostéopathes. oui, Et on s'est rendu compte que parfois, une séance d'ostéopathie, on ouvre les portes trop vite et effectivement, ça se referme et que les gens en méthode Mézières ont besoin de temps, de contrôle et que le symptôme, ils ont besoin vraiment d'un travail voilà, de contrôler et de temps pour prendre conscience des choses. Et que parfois, une technique trop libératoire comme l'ostéopathie, bah oui, ça va être miraculeux le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, et ils se retrouvent dans le même état, en fin de compte. oui. Parce que ça rejoint complètement ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question de la conscience qui a quitté la zone. Le patient a besoin, à travers soit l'appropriation du sens, soit du temps, il a besoin de pouvoir remettre de la conscience dans la zone qui a été la zone en souffrance. Et c'est pour ça qu'une remise en place ou une libération trop rapide, dans laquelle il n'a pas le temps d'inscrire son champ temporel à lui, va avoir du mal à durer dans le temps, ou si elle est particulièrement pertinente et efficace, va générer et fabriquer, et c'est souvent ce que l'on trouve derrière ça, ce qu'on appelle une aggravation. C'est-à-dire qu'ensuite, dans un premier temps et dans les jours qui suivent, il va y avoir quelque chose de pire qui va arriver, et de plus intense ou de plus fort. Et donc, c'est vrai qu'il y a là peut-être quelque chose sur lequel il y a apporté une dimension particulière. La Mézière est intéressant. Moi, j'ai beaucoup conseillé, par exemple, dans les cas de scoliose pour des jeunes, ou etc., d'accompagner ce travail avec du Mézière, parce que le fait de retravailler sur les chaînes musculaires est quelque chose qui est intéressant. Mais il faut savoir que ça va beaucoup, très en profondeur par rapport à ça. Dans la vision qui est la vision qui est celle qu'on abordera dans les formations, etc. Par exemple, on s'occupe aussi, on s'intéresse à des structures musculaires un peu plus profondes, moins classiques et moins connues, comme par exemple les psoas. On considère que ces psoas, ce sont des éléments qui sont des vecteurs de tenue du corps.
et qu'en termes de muscles, de tenue du corps et de la capacité posturale au niveau des jambes, de l'équilibre du bassin, on considère que ce sont ce qu'on appelle les muscles de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette structure particulière-là le fait que si des tensions se manifestent, et ça peut se tester avec les flexions de jambes, avec des rotations, un certain nombre de choses que vous connaissez sans doute, eh bien on va savoir la manière avec laquelle, la tranquillité ou l'aisance avec laquelle l'âme de la personne qui vient nous voir est plus ou moins confortablement incarnée. Et ça va pouvoir se travailler dans tous les champs de cette façon-là. Parce que, toujours dans cette idée-là, il y a besoin pour qu'une zone corporelle puisse revenir à une sorte d'homéostasie, ou en tout cas de confort d'être et de confort de vie, il faut que quelque chose qu'il a abandonné à un moment donné revienne. Et c'est là où la question du sens devient intéressante, parce qu'elle ramène de la conscience, parce qu'elle donne au patient la possibilité de la ramener, cette conscience en lui. Et là, on va gagner un temps fou. J'avais une question de néophyte en ce qui me concerne, puisque moi je suis ostéopathe, mais je n'ai pas fait tes formations. La question de la temporalité a été un petit peu abordée avec le parallèle avec la méthode Mézières et le besoin qu'ont certains patients de temps et de prendre conscience. J'avais une question par rapport donc à cette notion de temporalité, mais après la séance. Les patients qu'on a réussi à soulager avec nos techniques ostéopathiques, et puis qui font une forme de rechute, voire une aggravation, et certains avec une temporalité très particulière, certains à 3 jours, certains à 7 jours, certains à 10 ou 15 jours. Est-ce que la vision et la philosophie qui vous animent apportent des réponses à ça? Oui, parce qu'il y a une temporalité qui est de la temporalité que l'on connaît, qui sont les heures, etc. Et les heures de la journée sont des heures dans lesquelles il y a des flux énergétiques qui sont dominants par rapport à d'autres. Ça, c'est la première des choses. La temporalité de la semaine, elle est une temporalité de 7 jours. 7 jours, ça n'est pas un hasard. Il y a 7 planètes fondamentales qui correspondent à quelque chose. La médecine traditionnelle chinoise organise ça. D'ailleurs, il y a 7 jours dans la semaine, il y a 7 planètes fondamentales, on a 7 cervicales, il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, c'est-à-dire il y a 7 sons de musique, 7 notes de musique, etc. C'est-à-dire qu'il y a des constructions qui sont des constructions extrêmement précises. Dans notre corps, nous sommes construits par rapport à cette temporalité. On ne s'en rend pas compte et on ne le comprend pas bien. Mais nous avons 5 lombaires, nous avons 12 vertèbres dorsales, nous avons 7 vertèbres cervicales. Les 5 et le chiffre 5, c'est le chiffre de l'horizontalité, c'est le chiffre de la matérialité, c'est le chiffre de la densité. Ce sont les 5 piliers fondamentaux, ce sont les 5 sens. Nous avons 5 sens pour percevoir la matière et le réel. Nous avons 5 doigts aux mains pour les saisir, etc. Eh bien, ce chiffre 5 représente cette densité. Et les lombaires, c'est ce qui porte la densité du corps. Le chiffre 7, c'est le chiffre sacré, c'est le chiffre solaire, c'est le chiffre céleste, c'est toutes les dimensions que je viens de vous évoquer. Eh bien, ce chiffre-là, c'est celui qui porte effectivement la dimension de la verticalité. Et d'ailleurs, dans le corps, c'est les 7 cervicales qui portent non plus le poids du corps, mais le poids de la tête, c'est-à-dire le poids du céleste et du ciel qui est en nous. Et le corps humain, eh bien, il est ainsi fait qu'entre les deux, il y a 12 dorsales. 5 plus 7, ça fait 12. C'est-à-dire que ces 12 dorsales sont la rencontre entre ces deux grandes schématiques que sont l'horizontalité et la verticalité. Et ça s'inscrit dans des nécessités de temps. Parce qu'il y a 12 dorsales, comme il y a 12 heures, comme il y a 12 mois dans l'année, etc. Et il y a des temporalités qui dépassent cela, que les grands mythes et les grandes mythologies nous permettent éventuellement d'analyser à des moments donnés. Ça, c'est la première des choses. La question de la temporalité sur des éventuelles rechutes ou des aggravations, elle est très, très claire. Elle est d'abord dans le fait que sans doute le patient, qui est le patient qui fait une rechute ou fait une aggravation, est le patient qui a vécu un abandon. Son praticien l'a abandonné, puisqu'il lui a dit, c'est fini, on n'a plus besoin de se revoir, vous allez bien. Or, lui, il avait construit une existence, une identité, et donc le fait qu'on s'occupait de lui, parce que cette souffrance existait. Il a un espèce de sentiment qui n'est pas conscient chez lui, mais qui est celui peut-être d'un pseudo-lâchage, entre guillemets. Et que là aussi, dans les éléments des formations, j'explique moi aux praticiens qu'un patient avec qui on a terminé, on ne s'arrête pas comme ça. On lui dit pas, écoutez, vous allez bien, très bien, merci, au revoir. On va essayer de boucler la chose en lui permettant de se réapproprier totalement de la chose. C'est dans la manière avec laquelle on accueille le merci qu'il va nous donner. Là, il y a une clé, il y a une chose très précise à faire. Et ensuite, ça va être dans ce qui va se passer derrière, en disant, mais attendez, là, nous avons terminé, ça s'est très bien passé, et en partie grâce à vous, parce que vous avez parfaitement intégré le travail que j'ai fait. Mais sachez en revanche que si jamais il y a quoi que ce soit où vous avez besoin, vous n'hésitez pas, je serai toujours là pour vous.
Et ça, c'est quelque chose qui va vous éviter un nombre incroyable de rechutes, parce que cette espèce de notion de l'abandon, qui est quelque chose qui appartient sans doute à l'histoire de vie de la personne, peut avoir un impact absolument majeur. Ensuite, la temporalité, ben, oui, le jour de la semaine, peut-être qu'on peut mettre quelque chose en résonance avec le jour où on est né. D'accord. On va chercher dans cette dimension-là, en fait. Oui, dans cette dimension-là, mais on va le chercher non pas en amenant de l'ésotérisme aux patients. Mais en revanche, on va chercher en l'amenant en disant, mais tiens, mais le mardi, c'est quelque chose, un jour particulier pour vous. Vous avez constaté que le mardi, vous aviez souvent des choses, etc., etc. Et ce qui peut expliquer aussi les dates anniversaires. Les dates anniversaires, ce qui peut expliquer le fait que le 12e mois de l'année, celui qui est juste avant l'anniversaire, est un mois dans lequel on cumule en général des tensions, en fait, qui est ce qu'on appelle le mois des épreuves, qui est celui où on récolte tout ce qu'on n'a pas voulu régler tout au long de l'année. Ça arrive avant le mois anniversaire. Et qu'on va avoir des pathologies qui vont émerger à la date anniversaire de la mort du père ou du grand-père. C'est-à-dire que la temporalité, elle existe dans notre corps. Il y a une chronobiologie qui va au-delà simplement des heures dans lesquelles les organes sont en puissance ou en fragilité, en charge ou en tranquillité. Ça va au-delà de cela et que à l'intérieur de nous s'inscrit une espèce d'architecture dans laquelle la notion du temps, qui est une notion céleste, va rentrer en synergie avec la notion de la densité physique, la notion du corps, qui est une notion terrestre. Et c'est un équilibre qui est un équilibre majeur. Donc oui, la temporalité est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans des répétitions de symptômes, dans des cycliques. Vous avez des personnes, c'est tous les 5 ans ou tous les 7 ans qu'il y a quelque chose. Vous avez des traumatismes ou des grandes pathologies où c'est 21, 42 ou 63 ans. Il y a plein d'éléments qui sont des éléments qui parlent de cette temporalité. Et pour ce qui est de la temporalité courte, proche de nous, donc en termes d'heures ou de jours, celle-ci est souvent liée au fait qu'il y a cette espèce de vécu particulier et donc cette espèce de peur de se retrouver seul et de ne plus être à même de réagir et de régir les choses. Et dans tes formations, parce que là, en fin de compte, ce que tu dis, c'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise dans une consultation, tu en tiens compte. Oui, Donc, il faut une sacrée présence à l'autre à ce moment-là. oui, Et il faut aussi avoir de quoi analyser, tu vois. Ça, toi, tu as je ne sais pas combien d'années de métier. Nous, on ne les a pas forcément. Euh, L'analyse psychologique d'un patient est de se dire que peut-être il va faire une rechute parce qu'il souffre d'un problème d'abandon. J'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu donnes des clés dans tes oui, formations de ça? oui, elles sont pas si compliquées que ça. Ouais. Elles sont pas compliquées. La différence majeure que j'ai par rapport à vous, c'est le temps consacré à l'entretien. Parce que effectivement, quand on veut rentrer dans une approche dans laquelle on va commencer à essayer d'abord de savoir réellement à qui on a affaire en face de soi, parce que bien sûr que vous avez 2 jambes, 2 bras, une tête, un cœur et des intestins qui viennent vous voir. Évidemment, sauf que ce sont jamais les mêmes. Ce sont en même temps les mêmes pièces, mais c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes vécus, c'est pas les mêmes âges, c'est pas les mêmes sensibilités, c'est pas les mêmes souffrances. Il y a une vraie nécessité à arriver à identifier à peu près. Il y a une nécessité à savoir comment amener le patient à exprimer les choses. Et donc, un entretien, ça s'organise et ça se cadre. Et il y a des moments donnés où on ouvre des portes, où on tend des perches. Donc, ça, c'est la première des choses. Et là, il y a une mécanique, qui est une mécanique, bien sûr, qui s'apprend et qui s'approprie petit à petit. Et après, il y a une deuxième des choses qui est fondamentale. C'est qu'on va éduquer un regard. On va apprendre à observer. Parce que, si vous voulez, si vous circulez dans votre voiture sur la route, au détour d'un virage, vous rencontrez un berger qui fait traverser un troupeau de moutons. Devant votre voiture, vous voyez un troupeau de moutons. Sauf que le berger, lui, il les connaît tous. Vous ne voyez que des moutons. Mais lui, il voit X moutons qu'il connaît tous. Parce qu'il a l'habitude de les regarder et de les observer. À la fin d'une séance, quand un patient se relève et quand il s'assied en face et qu'il sent que ça va mieux et que vous lui dites que bon, c'est OK, les choses sont en place, tout est revenu, on a fait le travail du viscéral qui convenait, on a repositionné la vertèbre, on a vérifié que l'articulation, l'astragale et tout ça était en place, etc. Et qu'on a fait le boulot et qu'on lui dit, bah, écoutez, c'est magnifique, voilà, bah, je pense qu'on n'aura pas besoin de se revoir. Il faut regarder ses yeux, il faut regarder son visage parce que là, il se passe quelque chose.
À ce moment-là, il signe, lui. Il ne se rend pas compte de ça. Mais il va vous dire, il va y avoir un recul, il va y avoir une mise en distance, il va y avoir un clignement, il va y avoir une espèce de brillance, il va y avoir une pupille qui s'ouvre, il va y avoir un certain nombre de signaux qui vont dire, hop, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il est en tension. Et là, à ce moment-là, il faut rassurer. Est-ce à dire que le patient qui termine sa séance en disant alors merci beaucoup, est-ce que j'ai besoin de revenir? Est-ce à dire qu'il faut systématiquement répondre oui Non, parce qu'il a formulé sa demande? non, il faut pas répondre oui, il faut répondre, écoutez, a priori pour moi, non. Mais si jamais vous en ressentez le besoin, vous n'hésitez pas, je serai toujours là pour vous. Donc on lui laisse le libre arbitre. Vous lui laissez le choix, vous lui laissez la liberté. Vous ne lui fermez pas la porte. Mais en revanche, vous continuez à le rendre acteur et responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en lui disant, a priori pour moi en ce qui me concerne, vous êtes le référent, vous êtes le professionnel, vous êtes celui qui est censé savoir. Celui qui est censé savoir lui dit que ça va et qu'il n'a pas besoin. Donc ça, il va l'entendre à un premier niveau. Ces peurs inconscientes peuvent émerger, et là, vous ouvrez la porte. Vous allez donc le rassurer sur ce champ-là. À partir de ce moment-là, il y a même des cas extrêmes, moi, quand je sens que j'ai le patient qui est en tension, mais qui doute un peu malgré tout, etc., où je dis, bah, écoutez, vous savez ce qu'on va faire. Parce qu'effectivement, j'ai un planning un petit peu chargé, donc vous doutez, ou même ils vont vous objecter ça. Vous savez ce qu'on va faire. On va prendre un rendez-vous pour dans 15 jours, mais on passe un deal tous les deux. C'est-à-dire que si dans la semaine qui vient, vous vous sentez beaucoup mieux, je vous remercie de faire le nécessaire, vous annulez le rendez-vous, parce que ça libérera la place pour quelqu'un qui en a peut-être besoin. Et là, vous lui donnez la sécurité la plus totale. À partir de ce moment-là, vous ne rentrerez pas dans le risque du sabotage. Hein. Ok. Un bon petit tuyau. Il nous reste une dizaine de minutes. Ce que je vous propose, que tu parlais des synchronicités de vie ou des petits clins d'œil de la vie, c'est marrant. Aujourd'hui, j'ai reçu un patient pour la deuxième consultation que Alicia, qui travaille avec moi, qui est là, avait reçu également. Et ce que je te propose, c'est que je te présente le cas clinique et puis tu nous dis peut-être les éléments ou ce que tu peux en penser. Est-ce que ça te va pour, on va dire, illustrer tout ce qui s'est dit dans cet entretien? Dis-moi, David, si je te dis non, qu'est-ce que tu crois que ça va produire comme effet? Oui, mais bien sûr, Je vais me évidemment. sentir abandonné Ouais, et tu vas faire une rechute. et je vais faire une rechute. D'accord, vas-y. Alors, Alicia, t'es là? Oui, elle est là. Donc, c'est un patient qui est kinésithérapeute, qui souffre de névralgie cervico-brachiale à minima depuis 5 années et il vient consulter au cabinet. Donc, il consulte d'abord Alicia, puisque depuis 1 mois et demi, ses névralgies se sont terriblement aggravées. En position allongée, il présente des grosses paresthésies et donc des irradiations nerveuses dans l'index principalement. Il est sportif, il est en instance de divorce. Ce monsieur, il a un fils. Et donc Alicia le reçoit et il va très bien. Elle a très bien travaillé, donc il va très bien pendant 3 semaines. 80% de ses douleurs se sont estompées. Il n'a plus qu'une légère gêne et il y a une rechute. Et Alicia me l'oriente. Et donc, je reçois ce monsieur. Donc, Alicia l'a reçu en ostéopathie. Moi, je le reçois aussi dans un cadre d'ostéopathie, mais je rajoute, en fin de compte, un peu de sens derrière ça, en lui posant des questions un petit peu différentes. Et je travaille le méridien du poumon et du gros intestin. Euh, alors, est-ce que je te dis ce que ça a produit ou est-ce que déjà tu veux analyser ça? Comme tu veux. Bon, alors, C'est, je vais te dire ce que ça a produit, puis après, je te laisserai si tu analyser. veux, si tu veux, d'accord. Donc, en sortant de la consultation, le soir même, il va à un concert, il se fait bousculer et il se fait une entorse du genou gauche, ce monsieur. Donc, c'est une NCB droite, hein. Névralgie cervico-brachiale droite. En sortant du concert, il s'en va à vélo, il chute et il tombe et il écrase son index droit
contre un espèce de pylône, tu sais, les pylônes qui remontent là dans les rues, et il se fait une fracture ouverte de la troisième phalange. Termine aux urgences, mis aux urgences, tout ça. Il est pris en charge, il n'est pas opéré, et là, je l'ai revu ben, cet après-midi, et il me dit, suite à ça, je sors d'hospitalisation, je suis pris en charge, on me met ce qu'il faut, et voilà, et je n'ai plus de névralgie cervico-brachiale. Ça m'a permis de m'arrêter. En fin de compte, je travaillais trop, j'étais dans une espèce d'agitation permanente. Euh, je n'ai plus, voilà, je n'ai plus de, et je retrouve toute ma sensibilité. J'ai plus qu'une toute petite gêne, non, au majeur. Il a juste une petite gêne ici, et voilà. Voilà le cas clinique. Comment tu peux nous le décoder ou nous l'expliquer selon ta vision? Alors, l'expliquer selon la vision, ça va être extrêmement trivial, brutal, et ça va sembler, etc., etc. Donc, mais ça fait rien. Je vais vous le faire à la brutale, comme on dit chez Audiard, en sachant que, bien entendu, la réalité biomécanique, elle est là, et que la question à la fois des cervicales et de tout ce que sont les trajets nerveux, et bien sûr, est une évidence, et que le travail en ostéopathie a permis d'en régler une très grande partie, et puis le travail en chute accidentelle, c'est-à-dire que manifestement sur le plan thérapeutique, aller écouter un concert peut être très utile, a été très fonctionnant et très efficace. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passait dans la vie de ce monsieur? Bon, tu l'as un petit peu évoqué. Voilà. Il faut savoir qu'en énergétique, le méridien du gros intestin, c'est le méridien qui est porteur de la notion du lâcher prise. Que ce soit, que ce soit Voilà, oui, c'est ça. Le méridien du gros intestin passe dans l'index. Hein. Et donc, index. il passe dans l'index, mais il remonte ici le long du coude. On le trouve aussi dans les épicondylites. Il passe ici au niveau de la pointe de l'épaule. Il passe ici sur le côté et il vient finir ici au niveau, à l'angle de l'aile du nez. C'est le méridien qui est porteur de la dimension de la capacité au lâcher prise. D'ailleurs, on s'en sert même de certains points sur ce méridien pour travailler quand il y a des contractions musculaires. Donc, c'est le lâcher prise vraiment physiologique comme psychique. C'est la capacité à éliminer, à évacuer. C'était du côté droit qui est en lien avec une symbolique qui est la symbolique maternelle, féminine, etc. Ce que tu as évoqué, bien sûr, dans le vécu qui était le sien sur la part de son couple, était sans doute la nécessité qu'il avait besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose venant d'une dimension féminine. Il faut savoir que les tensions de type cervico-brachial, entre autres, donc qui partent et qui démarrent de la colonne cervicale, qui passent au niveau des épaules, etc., sont la signature de contraintes ou d'empêchements ou de choses que l'on est obligé de vivre par des éléments venant du monde extérieur. Et donc, on voit bien que ce monsieur était effectivement présent dans une situation dans laquelle il y avait ça. La dernière des choses qu'il faut voir enfin, c'est que la névralgie cervico-brachiale, c'est dans le bras. Les bras, c'est ce qui nous sert à agir. Et que sa suractivité était quelque chose qui était un mode compensatoire qui avait été mis en place pour fuir les ressentis de souffrance et non plus de douleur qui pouvaient être les siens. Le travail ostéopathique a remis des choses en place, a fait un repositionnement vertébral très certainement en fonction des vertèbres qui sont en lien avec ce méridien-là, ont permis donc de libérer la zone, mais en même temps, il restait quelque chose. Le travail que tu as fait toi derrière a été celui qui a fini de libérer par, on va dire, l'acupuncture par les mots éventuels, par l'apport du sens, de libérer ce qu'était la tension qui était emmagasinée derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, ce monsieur qui sort de cette consultation, il va dans un concert, c'est-à-dire qu'il décide effectivement d'aller dans un environnement et un endroit où il va pouvoir se détendre, où il va peut-être se laisser aller. Et c'est à ce moment-là que tout va exploser. Tout va exploser parce que comme il se détend et qu'il n'en a pas l'habitude, c'est un monsieur qui a l'habitude de tout maîtriser. C'est un monsieur qui a l'habitude de tout tenir à bras le corps. C'est un monsieur qui, même dans son métier, en tant que kiné, a besoin de maîtriser, de tenir les choses, etc. Et là, il se retrouve dans un environnement où il va lâcher. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il lâche? Le fait du hasard, qui est lié à une personne qui le bouscule, fait qu'il est bousculé, il tombe. Mais quand il tombe, il ne se blesse pas n'importe quelle articulation, il se blesse au genou gauche. Or, le genou, c'est l'articulation qui est porteuse de la symbolique, de ce qui est l'acceptation de ce qui est du vécu. Et donc, on voit que ce monsieur, en fait, la difficulté qu'il a à accepter la séparation d'avec sa femme, d'avec son épouse ou sa compagne, eh bien, elle est très certainement compliquée parce qu'il a du mal à accepter quelque chose qui le concerne lui dans sa masculinité. Il le vit comme un échec personnel. Et que
La prise de conscience, les éléments que tu lui as donnés lui ont permis d'évacuer, de lâcher là-dessus. Parce que le traumatisme, c'est un appel d'énergie. La douleur va dans la zone, la température monte. Donc le corps va libérer la tension qui est là. La fracture qui se fait au niveau de l'index droit, on trouve derrière une fracture quelque chose qui casse. Et qu'est-ce que c'est qui casse? C'est l'os. L'os, c'est la structure porteuse. C'est-à-dire, c'est les grands schémas fondamentaux. Ce sont les grands archétypes. Qu'est-ce que c'est le féminin, le masculin, le père, la mère, etc., etc. Et on voit combien, dans le travail qui a été fait, à la fois le travail ostéopathique et le travail de sens et d'acupuncture des mots que toi tu as fait, ont permis à ce monsieur d'aller à la rencontre, plus ou moins consciemment, mais le travail s'est fait au fond, d'aller plus ou moins consciemment à la rencontre de la difficulté du vécu qui était le sien, par le clash et le coup de théâtre de l'accident et du traumatisme. Il a libéré la tension qui était emmagasinée. À partir de ce moment-là, comme il a intégré le sens qu'il y avait derrière, il n'avait plus besoin de la douleur physique. Ok. Merci. Et ça fait partie des choses qui sont, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous avez quelqu'un qui vient vous voir avec une tension, une douleur cervico-brachiale, il faut regarder. Et là, le trajet des méridiens est intéressant. Parce qu'effectivement, quand ça irradie dans l'index, ça parle de quelque chose qui est en tension avec l'énergie du gros intestin. Et donc là, évidemment qu'on va conduire l'entretien en disant à la personne qu'elle a peut-être sans doute besoin de prendre de la distance et de lâcher prise par rapport à une situation particulière qu'elle vit en lien avec quelque chose ou une représentation du féminin. Et là, vous allez voir, schlac, le visage va devenir rouge, la personne va avoir les yeux qui vont se mettre à briller et ça sera bingo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui semblait comprendre le sens, mais qui à chaque fois referme la porte en le ramenant à la fatalité. Bien sûr. Mais le travail s'est fait quand même, Oui. visiblement. Et c'est pour ça que quand il a accepté à l'intérieur, quand tu lui as envoyé un certain nombre de signaux et de messages, eh bien, il a fallu que ça se traduise par cette blessure au genou qui signait que la difficulté fondamentale, c'était pas la souffrance et la tension avec cette compagne ou cette épouse qui veut s'en aller, c'était l'acceptation pour lui en tant que mec de vivre ça. Ah, ok. Il y a ça derrière. Ok. Et c'est pour ça que ça s'est terminé par le majeur, parce que le majeur, c'est le méridien du maître-cœur et c'est lui qui a la charge de la sexualité. Ah, ok. Et l'hypoesthésie qu'il sent encore au niveau du majeur, C'est qu'il a encore besoin, il a besoin encore d'anesthésier un peu sa puissance et son impuissance. D'accord. Sur le méridien du maître-cœur, il est impuissant par rapport à la situation et ça met à mal sa puissance. D'accord, ok. Comme ça, à titre anecdotique, c'est sur le méridien du maître-cœur qu'on trouve le point Viagra. Il est où? Mais il intéresse personne, celui-là. Il intéresse personne. Mais il marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il y a Fred qui veut savoir où c'est. Je pas. Pas Bon, encore, super. pas encore, ça viendra peut-être. Oui. J'avais une question encore. On sait qu'on est dans une époque où la science est la grande garante de ce qui existe et de ce qui n'existe pas. Oui. Et vous avez évoqué, enfin, pardon, tu as évoqué un petit peu tout à l'heure une étude sur les fibres du myocarde qui Oui. répercussait en cas de grand chagrin, Oui. d'amour, est-ce que il y a d'autres écrits, est-ce qu'il y a eu d'autres ouvrages ou d'autres études qui se sont un peu intéressés ou qui ont corroboré un peu les principes qui animent ta façon d'appréhender l'être humain et Oui, bien sûr, il y en a eu. Il y a eu donc les études, c'est des études néo-zélandaises ou anglaises pour la question du Takotsubo. On le sait par rapport à un certain nombre de manifestations comme l'eczéma, les aigreurs d'estomac, des choses de ce style-là, l'asthme. On sait qu'il y a derrière ça quelque chose qui est une tension, d'ordre émotionnel. Il y a même des choses assez troublantes qui émergent. Il y a un cardiologue néo-zélandais qui s'appelle le professeur Van Lommel qui a écrit un bouquin qui est un bouquin à la base qui est sur les NDE, sur les EMI et qui a beaucoup travaillé avec des gens qui ont vécu ça et qui s'appelle Mort ou pas. C'est quoi EMI? Le EMI, alors c'est les expériences de mort imminente, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont morts cliniques. D'accord. Donc électrocardioplat, électroencéphaloplat, pendant un certain temps, etc. Donc véritablement des morts cliniques. C'est-à-dire des gens dont on se dit on va débrancher, etc. Et il arrive qu'un certain nombre d'entre eux parfois reviennent. C'est ce qu'on appelle aussi les NDE, des Near Death Experience.
Chez ces gens-là, quand ils reviennent, et c'est absolument troublant de voir comment des pathologies, voire certaines gravissimes, disparaissent en quelques jours. Quand ils reviennent à la conscience, etc. Et donc, il en parle, il évoque justement la question de la conscience qui est dans les différentes parties du corps. Il fait partie des scientifiques aujourd'hui qui effectivement disent et écrivent que la conscience de l'individu, n'est pas cérébrale, mais qu'elle est cellulaire. C'est-à-dire qu'elle est présente dans l'intégralité des zones et des particules du corps. Et ça, c'est quelque chose qui est assez magnifique parce que dans les techniques corporelles, on va parler à ces zones-là. Et que quand on restitue quelque chose, qu'on reconstitue un lien de communication, ben c'est comme quand il y a eu un enfant qui était assis à table et qui n'a pas eu le droit de parler, et quand on lui donne la parole, alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ça part dans tous les sens, etc. C'est-à-dire que la vie réémerge véritablement. Donc il y a beaucoup d'études. Je les ai pas en tête, mais il y a pas mal de choses qui sont publiées sur ce terrain-là. Mais d'ailleurs, personnellement, moi, je suis invité tous les ans. J'interviens dans un DU de médecine qui s'appelle, c'est un DU de médecine, méditation et neurosciences, qui est proposé par le professeur Jean-Gérard Bloch de l'Université de médecine de Strasbourg. Il y a un DU qui est présenté tous les ans et dans lequel justement je suis invité depuis plusieurs années à venir apporter ces données-là, etc. Parce qu'à travers les outils du full mindness ou de la méditation en pleine conscience, etc., on rencontre ces dimensions-là. Donc il y a une vraie, émergence d'informations qui existent maintenant aujourd'hui. Oui. Alicia voulait intervenir, je crois. Merci, Michel. Merci, Michel. Bonsoir. Alors, pour en revenir à ce cas, enfin, moi, j'ai eu un cas comme ça, une patiente, parce que je suis aussi infirmière en plus d'être ostéopathe. Et j'ai une patiente, elle avait tous les symptômes d'une crise cardiaque. Donc, on l'envoie aux urgences. Ils font tous les examens. Donc, au bilan sanguin, ils voient une montée de troponine. Donc, en gros, ça montre qu'il y a une crise cardiaque qui est en train de se faire. Et de ce fait que le cardiologue la voit et lui dit, mais en fait, votre cœur va très, très bien. Donc, c'était le cas du cœur brisé. Et en fait, cette dame, elle venait de perdre son mari quelques mois plus tôt. Et en fait, je lui ai expliqué que c'était vraiment émotionnel. Et par contre, elle avait tout le bilan sanguin pour les signes cliniques d'une crise cardiaque, alors que son cœur allait très, très bien. Enfin, Oui. juste pour prouver que voilà, c'est Oui, possible. oui. Et là, la chance qu'elle a eue, c'est de se retrouver dans un contexte médical dans lequel elle a été rassurée sur le fond, et etc. Si elle avait été seule ou qu'elle n'avait pas eu ce bilan-là, ben, ça serait allé jusqu'à la déchirure des fibres. Voilà, exactement. Et tu parles de quelque chose là que j'ai vécu en tant que jeune ostéopathe, où une petite fille de 8 ans m'est amenée et qui, à chaque fois qu'elle prenait une douche, elle perdait la vue pendant une demi-heure. L'eau était trop chaude. C'est ça. C'est ça, oui. Imagine, en tant que jeune ostéopathe, je devais avoir même pas un an d'expérience. Voilà le cas clinique qu'on m'a amené. Et donc, oui, évidemment que je n'ai pas pu gérer quoi que ce soit. J'ai fait une consultation Que tu savais faire. que je savais faire, voilà. Et, ben, bon, il s'est avéré par la suite que je l'ai revue. Elle présentait toujours le même symptôme et qu'il y avait de la colère énorme derrière ça, apparemment. Bien sûr, il y a les yeux, c'est dépendant de l'énergie du foie, du méridien du foie et de la vésicule biliaire. Il y a une problématique de conscience de soi et de posture. Ce qui est troublant dans ce que tu évoques, c'est le fait que ça soit en lien avec une douche. Et là, il faut vraiment ramener l'histoire à quelque chose qui a dû se passer dans son enfance et dans le fait que cette douche, à un moment donné, ça a été quelque chose qui a été une contrainte, qui a peut-être été brutalement ou trop intensement proposée, ou qui était peut-être une stratégie de fuite quand l'enfant elle avait peut-être des colères intenses et que pour la calmer, on la mettait sous la douche. Il y a plein de choses qui peuvent être des choses qui peuvent constituer le lien. Là, il faudrait pouvoir avoir la personne pour conduire quelques éléments. Mais il faut savoir qu'après, sur le plan biomécanique, évidemment que la douche, surtout quand l'eau devait couler au niveau du crâne et au niveau de la tête, ça peut avoir une action extrêmement forte et puissante au niveau des nerfs faciaux. Ça peut avoir une action extrêmement forte et puissante au niveau des capillaires. Ça peut générer des ischémies particulières et dans des zones précises et particulières. Parce que les zones dans lesquelles ces éléments-là vont se passer sont elles aussi, bien sûr, représentatives et très parlantes. Oui, moi j'avais interprété ça avec le système nerveux autonome, avec l'ortho et le Au niveau parasympathique. végétatif, oui, bien sûr. Bien sûr.
Mais de toute façon, c'est lui qui est à la base, le système nerveux autonome. C'est lui qui est à la base de toutes les manifestations corporelles et du lien entre le corporel et le psycho-émotionnel. C'est pas le système nerveux moteur. Le système nerveux moteur, lui, c'est une mécanique. Il commande, il obéit aux ordres, ou il ressent les informations et il les fait venir au cerveau. Mais ça, c'est le champ conscient qui interagit avec lui. C'est pas le champ conscient qui détermine les souffrances ou les tensions, etc. C'est ce qui se passe dans les profondeurs. Et c'est là où le système neurovégétatif est intéressant à connaître dans ses fonctionnements, bien sûr. Ah, il y a Laure qui souhaiterait intervenir maintenant. Allez. Bonsoir Laure. Bonsoir. Alors moi, je travaille en réflexologie plantaire et pas en ostéopathie. Mhm. Et juste pour revenir sur la question tout à l'heure du lien entre l'enfant et la mère, là, l'exemple qu'on vient de donner, l'enfant avait 8 ans. Et je voulais savoir à partir de quel âge, en fait, il y a cette dissociation, ou à quel âge la conscientisation se fait chez les enfants. À partir de quel âge ce n'est plus de la faute des parents si un enfant... Mais c'est jamais la faute des parents. Les parents sont participants à ce qui se passe chez l'enfant. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et il faut aller voir un film qui s'appelle Tanguy. Il y a des enfants, c'est très tard qu'il peut y avoir une incidence et une relation symbiotique avec les parents ou fusionnelle. Il peut y avoir une interaction tout au long de la vie avec la structure parentale. Il y a même d'ailleurs des parents qui sont décédés qui continuent à agir sur l'individu et la personne. Donc il n'y a pas d'âge précis. En revanche, dans ce qui est la construction de l'enfant, la période des 7 ans est celle où on arrive théoriquement à l'âge de raison et où quelque chose se construit. Elle n'est pas hasardeuse non plus. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les phénomènes de scoliose, une scoliose peut commencer vers l'âge de 4 ans. Et donc, il y a pas de clé précise. La clé, elle n'est pas dans le fait qu'il y ait une systématique temporelle dans la manière avec laquelle les parents vont interagir. En revanche, il va y avoir un lien historique qui va pouvoir se faire avec des vécus qui ont été des vécus traumatiques dans lesquels le comportement parental n'a pas été celui que l'enfant attendait. Que ce soit à tort ou à raison, que ce soit justifié ou pas, ou etc. Parce que l'interprétation que l'enfant fait du réel n'est pas celle que ses parents font. Moi, je me souviens d'un type qui était venu, qui avait un problème cardio, qui avait tout le temps eu et qui avait jamais pu être en accord avec des autorités quelles qu'elles soient. Et quand on a tiré un petit peu le fil de l'écheveau, on a découvert que ce gamin-là, on lui avait offert un petit chien parce qu'il était tout seul. Son père était militaire en Afrique, il fallait pas qu'il aille s'amuser avec les petits Africains. Donc ce petit chien, c'était son copain, son confident, l'amour de sa vie. Et puis un jour, ce petit chien, il est tombé gravement malade, il souffrait des 1000 morts. Et donc les parents se disaient, mais on peut pas laisser ce chien mourir sous les yeux de notre enfant, il va être traumatisé. Donc ils ont attendu qu'il soit à l'école pour le faire piquer. Ben, sauf que eux, ils ont fait ça en pensant bien faire pour l'enfant, sauf que quand l'enfant est rentré, il a vécu une trahison phénoménale et il n'a jamais pu se réconcilier avec les représentations et les figures de l'autorité dans sa vie. Et c'est ce qui a fini par avoir une incidence au niveau cardio pour lui. Donc l'interprétation est ce qui va faire que l'événement ou l'élément va avoir une action et une importance pour l'individu ou pas. Eh ben, on va conclure sur l'interprétation. Oui, elle est majeure. Ouais. C'est la façon dont on vit les choses, en fait. C'est la clé. Via notre prisme. Ouais. Mm. Ben, moi, j'ai bien vécu cette soirée. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Michel. Merci à tous. Et à très bientôt. Allez. À très bientôt dans le cadre de tes formations, Michel. Et bon vent à Cléos. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.